Alors bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Ça fera venir les derniers participants, le temps qu'ils arrivent. Alors moi, Jennifer Riffard, donc je suis associée au cabinet Adaltis depuis très récemment, depuis le mois de janvier. Auparavant, j'étais collaboratrice et je suis en charge du pôle fonction publique. Et donc, j'interviens ce matin sur cette matinale de droit de la fonction publique, cette nouvelle matinale. Je suis Pauline Armand, collaboratrice au sein du cabinet et j'interviens avec Jennifer sur toutes les problématiques de fonction publique, agents fonctionnaires, titulaires et agents contractuels. Alors, on vous a convié ce matin à une nouvelle matinale de fonction publique. Pour rappel, pour ceux notamment qui n'étaient pas avec nous l'année dernière, on a fait d'autres matinales, par exemple l'année dernière, deux thématiques qui avaient été abordées, la procédure disciplinaire et puis la gestion, le régime des congés de maladie imputables au service, donc maladie professionnelle, accident de service, le régime du CITIS. On avait vu ça l'année passée. Cette année, on vous propose deux nouvelles matinales, donc une aujourd'hui, une qui se fera plus à l'automne, probablement au mois de novembre. De nouveau sur des thématiques en lien avec les maladies. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les droits à congé maladie des agents, donc non imputables au service, du placement de l'agent en congé maladie jusqu'à la fin des droits à congé maladie. Et puis, à l'automne, on fera une présentation sur la suite, finalement, comment je gère la situation de l'agent qui a épuisé ses droits à congé maladie, qui ne peut toujours pas reprendre ses fonctions, toutes les questions de disponibilité d'office, d'admission à la retraite pour invalidité, de période de préparation au reclassement. Donc tous ces sujets-là, on les abordera lors d'une prochaine matinale qui se fera en fin d'année. Aujourd'hui, donc, on va reprendre les règles. Alors, pour certains d'entre vous, certainement qui seront des règles de base que vous connaissez sur comment j'octroie les congés de maladie à mes agents, quelle est la situation des agents qui sont en congé maladie, notamment les droits à rémunération. Voilà, tous des sujets comme ça qui découlent des dispositions du décret de 1987, du 30 juillet 87 sur les congés maladie des agents publics. On va se focaliser aujourd'hui sur les fonctionnaires qui sont fonctionnaires CNRACL. Et puis, on essaiera aussi d'illustrer ces conditions-là avec quelques jurisprudences. Et après avoir vu les trois types de congés maladie, on abordera des questions peut-être un petit peu plus délicates à gérer au quotidien, sur notamment comment je gère la situation d'un agent qui était en arrêt maladie et puis qui, du jour au lendemain, par exemple, ne transmet plus d'arrêt maladie, alors pour autant que je sais qu'il n'est pas apte à reprendre ses fonctions. Donc ça, ce sera la seconde partie de la présentation. On va faire cette présentation à deux, Pauline et moi, et puis à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions éventuellement, soit oralement, on ouvrira vos micros pour ça, qui maintenant doivent être verrouillés ou en tout cas fermés, et puis vous pouvez aussi envoyer des messages via Teams pour nous poser vos questions auxquelles on répondra à la fin de la présentation. Donc je vais débuter tout de suite. Donc rapidement, on rappelle les typologies de congés maladie non imputables, enfin toutes les typologies de congés maladie. Donc les trois premiers sur lesquels on va se focaliser ce matin pendant la matinale. Donc le congé maladie ordinaire, le congé longue maladie et le congé longue durée. Et puis pour mémoire, on vous a rappelé ici les CITIS pour accident de service et pour maladie professionnelle qui ne seront pas l'objet de l'étude de ce matin. Alors, on commence par le congé de maladie ordinaire, le congé, on va dire classique, qui est accordé de droit aux agents qui transmettent un arrêt maladie. Premier point sur ce congé maladie ordinaire, on a un souci avec le support qui ne veut pas nous suivre. Bon, je vais débuter quand même et puis on va attendre parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Donc, le congé maladie ordinaire. Premier point sur les conditions qui doivent être réunies pour que les agents puissent bénéficier de ces congés. On va voir que c'est des conditions finalement qui sont communes aux trois catégories de congés. Donc, la première ici va être fonctionnaire affilié à la CNRACL en position d'activité. Donc, je rappelle, les fonctionnaires sont affiliés à la CNRACL quand ils sont employés à temps complet ou quand ils sont employés à temps non complet sur des emplois d'au moins 28 heures hebdomadaires. Deuxième condition, être atteint effectivement d'une maladie qui a été constatée par un médecin. On doit toujours effectivement transmettre un certificat médical d'un médecin pour pouvoir bénéficier d'un arrêt maladie et que ce constat médical soit qu'on ne peut pas exercer nos fonctions du fait de cette maladie. Donc ça, c'est les trois conditions qu'on va retrouver pour chaque type de congé maladie. Le congé maladie ordinaire, donc il a une durée de 12 mois consécutifs. On parle d'année glissante, d'année médicale mobile. Ces deux expressions sont bien connues des gestionnaires.
C'est-à-dire que l'agent a en tout état de cause droit à 12 mois de congé maladie ordinaire consécutifs. Et pour savoir, quand je place un agent en congé maladie ordinaire, quand je renouvelle son congé de maladie ordinaire, comment je le rémunère, il faut faire application du principe de l'année glissante. Donc on se positionne à la date à laquelle on place l'agent en congé maladie ordinaire et on vérifie sur les 12 mois qui ont précédé si l'agent a ou non bénéficié de droit à congé maladie ordinaire. Donc, si l'agent n'a pas eu de droit à congé maladie ordinaire, par exemple, un agent aujourd'hui que je place le 26 juin 2025 en congé maladie ordinaire qui, sur l'année d'un an précédent, n'a pas eu de congé maladie ordinaire, il a le droit à son congé de 12 mois avec 3 mois rémunérés à 90%, on verra après, et puis 9 mois à 50%. Si, en revanche, il avait eu une période de congé maladie ordinaire sur les 12 mois précédents, on fait application donc de la théorie de la négligence. Un agent qui, par exemple, aurait eu 1 mois déjà de congé maladie ordinaire sur cette période de 12 mois antérieure, n'aurait droit qu'à 2 mois dans l'immédiat de congé maladie ordinaire à 90%, ensuite de congé maladie ordinaire à demi-traitement, et puis il recouvrerait pendant la période de 12 mois, 1 mois à nouveau de plein traitement, une fois que la négligence aura été écoulée. Donc ça, c'est des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, donc je ne vais pas aller plus en détail. Un petit rappel ensuite sur la diapo suivante, sur donc, les conditions de rémunération des agents à congé maladie ordinaire. Donc depuis très récemment, les 3 premiers mois de congé maladie ordinaire sont plus rémunérés à 100% au niveau du traitement. On est passé à 90% du traitement depuis le mois de mars 2025. Donc sur les 3 premiers mois. Sur les 9 mois suivants, pas de changement, on est toujours sur un demi-traitement. Les agents actuellement qui bénéficient de congé maladie ordinaire se voient appliquer un jour de carence pour la première journée d'arrêt. Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, ça ne change pas, sont toujours rémunérés intégralement sur la période complète de congé maladie ordinaire. Et puis, sur la question du régime indemnitaire, ici, on applique le principe de parité. Et le principe de parité, les règles donc, applicables aux agents de la fonction publique de l'État sont que en congé maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le mode de rémunération du traitement. Ça veut dire que vous, collectivité territoriale, vous pouvez délibérer, quand vous délibérez sur votre délibération sur le régime indemnitaire, vous pouvez décider soit que les agents en congé maladie ordinaire ne bénéficient absolument pas de régime indemnitaire pendant leur congé maladie ordinaire, soit qu'ils bénéficient d'un régime indemnitaire dans la limite de ce que prévoit le texte pour les agents de l'État. Donc aujourd'hui, la limite, c'est 90% de régime indemnitaire sur les 3 premiers mois, 50% de régime indemnitaire sur les 9 mois suivants. Donc voilà, on peut délibérer, on a une latitude entre ce minimum qui serait à 0 et ce maximum qui serait à 90% sur 3 mois, puis à 50% sur les 9 mois suivants. Donc il faut prévoir ces règles-là dans la délibération sur le régime indemnitaire. Ensuite, on a essayé de faire des visuels pour chaque type de congé maladie pour vous permettre de visualiser vraiment les différentes étapes à respecter avant de placer les agents en congé maladie, et puis en tout cas avant de se positionner sur la demande de congé maladie d'un agent. Donc ici, pour le congé maladie ordinaire, c'est très simple, transmission par l'agent d'un avis d'arrêt de travail. Dans les 48 heures, nous dit le texte de la délivrance de cet arrêt de travail, qui précise l'arrêt de travail, le certificat médical, la durée probable de l'incapacité, transmission donc à la collectivité de cet arrêt de travail, un examen par le service gestionnaire RH de la collectivité, puis un arrêté de placement en congé maladie ordinaire. Alors sur ce point-là, on sait que les pratiques peuvent être différentes, variables d'une collectivité à une autre. Il y a des collectivités qui ne prennent pas d'arrêté de placement en congé maladie ordinaire, qui n'en prennent pas du tout, qui en prennent uniquement quand l'agent passe à demi-traitement. On a vraiment des pratiques variées. Nous, on considère quand même qu'au moins au moment du passage à demi-traitement, c'est important d'avoir un arrêté, une décision formalisée, signée, qui acte la situation de l'agent. Mais c'est vrai qu'on sait que les pratiques sont variées et que parfois on ne prend pas du tout d'arrêté pour placer les agents en congé maladie ordinaire. Sur la question du délai donné à l'agent pour envoyer son certificat médical, le texte prévoit que c'est le délai de 48 heures par principe. Si l'agent ne respecte pas ce délai de 48 heures, c'est-à-dire qu'il transmet son certificat plus de 48 heures après avoir eu sa visite chez son médecin, la règle, c'est qu'on envoie un courrier à l'agent pour l'informer du retard qui a été constaté pour l'envoi du certificat médical, et on l'informe que s'il réitère cette difficulté-là, donc un retard d'envoi de certificat médical dans un délai de 24 mois à compter de l'envoi de ce courrier, eh bien, on pourra réduire sa rémunération.
réduire sa rémunération, bien sûr, sur la période, le delta entre la date limite à laquelle il aurait dû envoyer son certificat médical et la date à laquelle il l'envoie de façon effective. Sauf si l'agent, bien entendu, est en mesure de justifier du fait qu'il était en incapacité, pour des raisons diverses, notamment une hospitalisation, d'envoyer son certificat dans les délais prescrits par le texte. Donc voilà pour le placement en congé maladie ordinaire et puis en tout cas la procédure à suivre par la collectivité et les questions de délai d'envoi de ces congés maladie ordinaires. Ensuite, autre sujet, c'est la question de la situation de l'agent pendant le congé maladie ordinaire et du contrôle qui peut être effectué par la collectivité. Premier point, ça c'est classique, hein, effectivement, vous avez un agent qui vous transmet un certificat de son médecin traitant qui fait état de son inaptitude, vous le placez en congé maladie ordinaire. Pour autant, vous pouvez à tout moment décider, parce que vous avez une suspicion notamment, de faire une contre-visite, donc par un médecin agréé, de convoquer l'agent pour qu'il vienne faire une visite médicale devant un médecin agréé pour avoir ou non la confirmation du caractère justifié de son arrêt maladie. Sur ce point-là, donc on peut le faire à tout moment et on est obligé de le faire, de faire au moins une visite par un médecin agréé à partir du moment où l'agent est en arrêt pour congé maladie ordinaire depuis au moins 6 mois. Sur ce point-là, je vous précise qu'avant donc avant la mise en place des conseils médicaux en 2022, au-delà de 6 mois, le congé maladie ordinaire, pour être renouvelé, la situation de l'agent devait être soumise justement à l'avis du comité médical à l'époque. Quand le conseil médical a été instauré, l'idée du législateur, ça a été à ce moment-là de réduire un petit peu le champ de compétences de ces instances médicales-là pour décharger un peu pour réduire leur charge de travail. Et du coup, par exemple, on a supprimé l'obligation de saisir l'instance médicale pour renouveler un congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois. Donc, on n'a pas l'obligation de saisir le conseil médical, on a simplement l'obligation de faire une visite par un médecin agréé au-delà de 6 mois. Et on peut, alors soit à l'initiative de la collectivité, soit à l'initiative de l'agent, néanmoins saisir le conseil médical si on a une contestation de l'avis du médecin agréé. Donc voilà sur la période de congé maladie ordinaire, la situation de l'agent, ses modalités de rémunération et puis les contrôles qui peuvent être faits par la collectivité. Donc on passe à la deuxième catégorie de congé, le congé longue maladie. Les conditions tout d'abord d'ouverture de droit à congé longue maladie. Donc on retrouve les 3 conditions classiques qu'on a déjà évoquées sur le congé maladie ordinaire. Donc le fait d'être un fonctionnaire en position d'activité, d'avoir un médecin qui constate la maladie et le fait que la maladie mette l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Les 2 conditions spécifiques qui permettent à un agent de bénéficier d'un congé longue maladie sont les suivantes. Donc, être atteint d'une maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, être atteint d'une maladie, au-delà de ça, qui présente un caractère invalidant une gravité confirmée. Donc, c'est vraiment sur ces 2 conditions-là qu'il faut analyser les demandes des agents qui font des demandes de placement en congé longue maladie. Et c'est sur ces 2 conditions-là, en contentieux, que le juge, au regard des éléments du dossier, on va le voir après avec des exemples de jurisprudence, va apprécier si oui ou non la demande de congé longue maladie présentée par l'agent était justifiée. Donc ici, on verra tout à l'heure que c'est différent pour le congé longue durée. Pour le congé longue maladie, le texte renvoie à un arrêté qui fixe une liste de maladies, mais qui est une liste indicative. Donc on vous a mis ici sur cette diapo la référence à l'arrêté, qui est un arrêté de 86, qui liste une liste de 12 pathologies qui sont des pathologies qui, par principe, remplissent les critères du congé longue maladie et qui ouvrent droit au congé longue maladie. Mais pour autant, un agent qui serait atteint d'une pathologie qui n'est pas dans cette liste, qui sera en mesure de démontrer que les conditions donc de soins prolongés et de caractère grave et invalidant de sa pathologie sont réunies, pourrait bénéficier d'un congé longue maladie. Donc ce n'est pas une liste, ici c'est important, qui est limitative, c'est une liste simplement qui est indicative, qui permet de présumer que les conditions sont remplies pour ces pathologies-là en tout cas, mais pour autant ça ne ferme pas la porte à ce que le congé longue maladie soit attribué pour d'autres pathologies. Donc on vous a mis quelques jurisprudences pour illustrer ces questions de voir comment le juge administratif apprécie si le congé longue maladie, les conditions sont réunies ou pas. Donc première diapo, là on est sur des pathologies diverses, des pathologies on va dire physiques par opposition aux troubles mentaux qu'on va évoquer juste après, qui sont pour moi, vraiment le point sur lesquels on a des difficultés quand on est collectivité à se prononcer sur les demandes de congé longue maladie. Donc, ces premières hypothèses-là, on vous a mis une jurisprudence de la CAA de Lyon ici, dans le cadre de laquelle le tribunal, la Cour constatait que la pathologie dont était atteint l'agent, finalement, rentrait dans l'une des pathologies qui est listée par l'arrêté de 86. Donc, effectivement, pas de difficulté sur cette situation-là. L'agent avait droit à un congé longue maladie puisque sa pathologie était prévue par le décret de 86. Ensuite,
3 illustrations de pathologies qui ne rentrent pas dans la liste du décret de 86 et pour lesquelles le juge va aller rechercher très précisément, au regard des avis médicaux qui sont versés au dossier, si oui ou non les conditions sont réunies. Donc ici, la première espèce, c'était donc cette décision de la CA de Lyon. L'agent était atteint de 2 pathologies et ici, le juge considère que les conditions de gravité de la pathologie, du caractère invalidant, de la nécessité d'avoir des traitements et des soins prolongés ne sont pas réunis, notamment parce qu'ici, tout simplement, les médecins, les avis médicaux indiquaient que l'agent pouvait reprendre ses fonctions. Donc ici, les critères du congé longue maladie n'étaient pas remplis. Deuxième illustration, la CA de Versailles de 2024, de la même façon, l'agent est atteint de différentes pathologies, différents troubles. La pathologie, oui, est invalidante, nous dit la Cour, mais pour autant, on considère que la prolongation en tant que telle de l'arrêt de travail n'est pas forcément justifiée, que l'agent peut reprendre un mi-temps thérapeutique et dans ces conditions-là, les critères du congé longue maladie sont considérés comme n'étant pas remplis. Donc là, c'était des illustrations qui, pour moi, posent peu de difficultés parce que les avis médicaux étaient assez parlants et nous permettaient d'écarter l'octroi du congé longue maladie. Et puis maintenant, on va voir quelques illustrations de l'analyse qui est faite par le juge administratif de demande de congé longue maladie quand on est sur des troubles mentaux. Parce que nous, on voit avec les dossiers qui nous sont soumis qu'on a de plus en plus de demandes d'agents de congé longue maladie sur ce type de troubles-là et que c'est vrai que quand on analyse, nous, les éléments qu'on a au dossier, qui parfois sont assez succincts, peu argumentés, parce qu'on n'a pas accès normalement à l'intégralité des avis médicaux et en tout cas des rapports d'expertise dans leur intégralité, c'est difficile en tant que collectivité de se prononcer. Du coup, ici, on voit un petit peu comment le juge analyse la situation. Donc, 2 premières hypothèses dans lesquelles le juge a considéré que le droit, les conditions du congé longue maladie étaient réunies. Donc la première, c'est une décision de la CA de Toulouse de 2022. L'agent présentait donc une affection psychiatrique, un état d'épuisement, qualifié de burn-out, et secondairement une dépression réactionnelle. Au regard des éléments du dossier, ici, la CA de Toulouse a considéré que la pathologie répondait aux critères de caractère grave et invalidant requis pour l'ouverture d'un congé longue maladie. Deuxième hypothèse, la CA de Nancy de 2021, l'agent de la même façon était atteint de différents troubles, donc un syndrome anxio-dépressif chronique, des douleurs, une asthénie chronique et présentant également des troubles de la concentration et de la mémoire. Ici, la CA de Nancy, elle a très précisément épluché le dossier, en fait. Elle a regardé tout ce que disaient les certificats médicaux, tout ce que disaient les rapports d'expertise, a noté que dans ce dossier-là, le conseil médical avait rendu un avis négatif à l'octroi du congé longue maladie. Donc, suite à cet avis-là, la collectivité avait décidé de refuser le congé longue maladie, ce qui semble assez cohérent. Et pour autant, la CA de Nancy, elle ne s'est pas limitée à tenir compte du sens de l'avis émis par le conseil médical, mais elle a vraiment regardé les éléments du dossier pour considérer, in fine, qu'au regard de l'ensemble des pathologies, des multiples pathologies de l'agent, celui-ci n'était pas en mesure d'exercer ses fonctions, qu'il devait subir des traitements et des soins prolongés et que ces pathologies-là présentaient globalement un caractère invalidant, une gravité confirmée. Donc, ici, c'est vraiment une illustration de la difficulté que rencontrent les collectivités pour se prononcer sur ces demandes-là, parce que même avec un avis négatif d'un conseil médical, le juge administratif, par la suite, lui, estime, après analyse des éléments médicaux du dossier, que les conditions du congé longue maladie étaient réunies. Sur la diapo suivante, on a 3 exemples jurisprudentiels inverses où les agents atteints de troubles mentaux avaient demandé fait des demandes de congé longue maladie refusées par l'administration. Et ici, le juge confirme le bien fondé des décisions prises par l'administration. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à tirer vraiment une règle, une méthode d'analyse de ces jurisprudences-là, parce que parfois dans un dossier, comme le premier, par exemple, la CA de Marseille, ici, les avis médicaux indiquaient que l'agent était victime d'un épisode dépressif sévère. Et malgré l'emploi de ce terme sévère, le juge considère de façon globale, au regard des éléments, de tous les éléments médicaux du dossier, que les conditions du CELEM ne sont pas remplies. Alors que quand on a ce type de qualificatif-là, on pourrait douter, on pourrait considérer qu'on devrait qualifier un épisode dépressif sévère de trouble grave et invalidant. Ça n'a pas été la position de la CA de Marseille. Sur la jurisprudence suivante, par contre, ici, les avis médicaux faisaient état d'un état dépressif d'intensité moyenne, ce qui, du coup, semblait effectivement assez cohérent dans ce cas-là de considérer que la maladie ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le congé longue maladie, ce qui a été admis par la CA de Marseille. Et puis, dernière jurisprudence également, là, un état dépressif majeur,
nous disaient les médecins. Mais pour autant, la CA de Toulouse considère, après une analyse précise et globale de toutes les pièces du dossier, que les conditions du CLM sont pas réunies. Donc, quand on prend toutes ces jurisprudences-là, on a du mal à tirer des conclusions, à vraiment pouvoir, en amont, voilà, avoir un avis sur ces demandes de congé longue maladie. C'est vraiment une appréciation du juge au cas par cas qui prend en compte l'ensemble des avis médicaux qu'on n'a pas forcément, nous, collectivité, au moment où on prend la décision. Donc, la seule conséquence qu'on peut tirer de ces jurisprudences-là, c'est que vraiment, c'est très difficile de se positionner et qu'on a un risque contentieux quand on refuse un congé longue maladie pour des troubles mentaux, mais que parfois on peut quand même défendre ces décisions-là. Sur le congé longue maladie pour le congé longue maladie, donc la durée est de 3 ans. Ce congé peut être soit 3 ans continu, soit attribué de façon discontinue. Et un agent qui aurait obtenu un premier congé longue maladie peut ensuite avoir droit à un deuxième congé longue maladie, soit pour la même pathologie, soit pour une autre pathologie, sous réserve qu'il ait repris ses fonctions pendant au moins une période d'1 an. Autre précision, comment s'articulent les différents congés, le congé longue maladie et le congé de maladie ordinaire, le congé longue maladie et le congé longue durée. Donc ce que nous dit le texte, c'est qu'un agent qui fait une demande de congé longue maladie, alors qu'il a déjà bénéficié, qu'il est en congé maladie ordinaire finalement, qu'il a été en congé maladie ordinaire pour la même affection, si on lui octroie un congé longue maladie, eh bien ce congé longue maladie, de façon rétroactive, prend effet au début du congé maladie ordinaire. Premier point. Ensuite, si un agent remplit les conditions aussi bien du congé longue maladie que du congé longue durée, eh bien, le texte nous dit qu'à la fin de la période rémunérée de plein traitement du congé longue maladie, il doit choisir entre être maintenu en congé longue maladie ou être placé en congé longue durée. Et s'il est placé en congé longue durée, de la même façon, le congé longue durée prend effet, rétroagit et prend effet au début du placement en congé longue maladie. Ensuite, sur cette slide, comme on a eu pour le congé maladie ordinaire, sur les modalités de rémunération des agents qui sont en congé longue maladie. Donc, c'est une durée de 3 ans globale avec 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Pour les congés longue maladie, on n'a pas d'application de la journée de carence et toujours la totalité du supplément familial de traitement et d'indemnité de résidence sur la durée complète du congé longue maladie. Pour le régime indemnitaire, c'est la même règle de base, c'est-à-dire qu'on applique le principe de parité. Et ici, à signaler qu'en juin 2024, les règles ont évolué pour les agents de la fonction publique de l'État sur l'indemnisation, enfin, le versement du régime indemnitaire pendant le congé longue maladie. Avant ce décret de 2024, on ne pouvait pas maintenir le régime indemnitaire des agents de l'État qui étaient en congé longue maladie. Donc, par ricochet, les collectivités ne pouvaient pas prévoir le versement du régime indemnitaire pour ces agents-là. Ce décret de 2024, il a fait évoluer cette règle-là pour les agents de la fonction publique de l'État. Aujourd'hui, les agents de la fonction publique de l'État, sur la première année de congé longue maladie où ils sont rémunérés à plein traitement, ils ont droit au versement de leur régime indemnitaire à hauteur de 33% de ce régime indemnitaire. Et sur les 2 années suivantes où ils sont payés à demi-traitement, ils ont le droit au maintien de leur régime, enfin, ils ont un maintien de leur régime indemnitaire à hauteur de 66%, de 60%, pardon. 60% sur les 2 années suivantes. Donc ça veut dire que vous, collectivité, si ça n'a pas déjà été fait, si vous n'avez pas redélibéré sur votre régime indemnitaire suite au décret de 2024, vous pouvez aujourd'hui soit maintenir les règles applicables qui doivent être l'absence de maintien de régime indemnitaire, soit prévoir le maintien du régime indemnitaire des agents en congé longue maladie dans la limite des plafonds des maintiens qui sont prévus pour les agents de la fonction publique de l'État. Dernier élément sur les congés longue maladie, on vous a, comme pour le congé de maladie ordinaire, fait des visuels sur les procédures d'octroi. Ce qu'il faut retenir, c'est que par principe, le congé longue maladie débute par une demande qui est présentée par l'agent, accompagnée d'un certificat médical qui fait état de sa capacité, enfin de son droit à bénéficier d'un congé longue maladie, du fait qu'il remplit les conditions du congé longue maladie, un examen par les services gestionnaires RH, une saisine obligatoire du conseil médical, on attend l'avis du conseil médical et on prend la décision sur le placement en congé longue maladie. Un point important, parce qu'on voit que c'est souvent un sujet qui peut nous mettre en difficulté dans les dossiers qu'on a à traiter, parce que nous, souvent, sur ces sujets-là, on intervient à un moment décontentieux, on n'intervient pas au moment où l'administration est saisie de la demande de congé maladie où elle l'instruit. C'est la question de la motivation de la décision qui refuse le placement en congé de longue maladie. Alors bien sûr, si la décision n'est pas motivée du tout, c'est un vice qui va amener à l'annulation de la décision de congé longue maladie et du coup, il faudra reprendre la décision.
Donc bien entendu, l'absence de motivation est problématique juridiquement parce que c'est un argument pour que l'agent obtienne l'annulation de son congé longue maladie. Mais au-delà de l'absence de motivation, la difficulté qu'on peut avoir aussi parfois, c'est une motivation, qui ne correspond pas réellement finalement, au vrai motif qui justifie le refus de placement en congé longue maladie. Donc c'est vraiment important, au moment où on prend ces arrêtés de refus de placement en congé longue maladie, de se poser la question au regard des éléments du dossier que vous avez, même si, on a conscience que vous n'avez pas forcément toujours les éléments, suffisamment précis parce qu'on n'a pas les rapports d'expertise, notamment en intégralité, qu'on a, souvent des conclusions administratives plus ou moins étayées et puis un avis du conseil médical qui aussi n'est pas toujours, très bien motivé. Mais c'est important au regard des éléments, en tout cas, que vous avez à ce moment-là et qui vous amènent du coup à refuser le placement en congé longue maladie, de motiver, de façon assez précise l'arrêté, pour expliquer finalement quelles sont les conditions, selon vous, qui vous amènent à considérer que les critères du congé longue maladie ne sont pas remplis et qui vous amènent à refuser le placement en congé longue maladie. Pour ensuite, si on doit défendre devant un tribunal administratif cette décision, qu'on soit cohérent, dans notre défense, dans les arguments qu'on va pouvoir exposer en défense avec, les motifs que vous avez, écrits dans l'arrêté. Ça, c'est un point important qu'on signale. Ensuite, 2 autres visuels sur la procédure de renouvellement des congés longue maladie. Donc première hypothèse, l'agent n'est pas encore arrivé à la fin de la première année de congé longue maladie, donc il est toujours sur la période où il a le droit à son plein traitement. Donc ici, pas de saisine du conseil médical. Une demande de l'agent de renouvellement avec un certificat, l'examen par la collectivité et la décision de placement, enfin de renouvellement du congé longue maladie ou de refus de renouvellement. Autre, dernière visuelle, donc c'est l'hypothèse de la demande de renouvellement alors que l'agent a épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Donc ici, c'est les mêmes étapes sauf qu'on refait une saisine du conseil médical pour pouvoir renouveler, le congé longue maladie au-delà des 1 an de plein traitement. On passe maintenant, au dernier type de congé, le congé longue durée. Donc première slide toujours sur les conditions. Donc au-delà des conditions, classiques qu'on a vues jusqu'à maintenant, ici, c'est alors premièrement avoir épuisé la période de rémunération à plein traitement d'un congé longue maladie si l'agent avait bénéficié d'un congé longue maladie et pouvait bénéficier d'un congé longue maladie. Et puis, la condition, principale du congé longue durée, c'est être atteint d'une des maladies qui est prévue par les textes. Donc le texte prévoit 5 pathologies qui ouvrent le droit au congé longue durée, la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite et puis les pathologies qui induisent un déficit immunitaire grave et acquis. C'est là que la différence se fait vraiment avec le congé longue maladie. Pour le congé longue maladie, comme je vous l'ai dit, les 12 pathologies qui sont prévues par l'arrêté, c'est une liste qui est indicative, mais pour le congé longue durée, ce n'est pas le cas. C'est vraiment uniquement ces 5 pathologies-là qui permettent à un agent de prétendre à un congé longue durée. Ce n'est pas une liste indicative, c'est une liste limitative des pathologies qui ouvrent droit au congé. La durée du congé longue durée, 5 ans, de façon continue ou discontinue, comme pour le congé longue maladie. Et puis, l'agent qui a bénéficié d'un congé longue durée ne peut pas bénéficier d'un autre congé longue durée avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. Et enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on étudiait, les conditions de placement en congé longue maladie, sauf si le texte nous dit que sauf si le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé longue maladie à plein traitement, un congé longue durée ne peut pas lui être accordé, avant le terme de la période rémunérée du congé longue maladie. Alors sur, ce point-là, donc on l'a vu tout à l'heure pour le congé longue maladie, les cas dans lesquels, les agents pouvaient bénéficier d'un congé longue maladie pour des troubles mentaux et ici on voit que, les maladies mentales sont parmi les 5 pathologies qui ouvrent droit au congé longue durée. Donc on comprend qu'un agent qui est atteint de troubles mentaux peut, dans certaines hypothèses, bénéficier d'un congé longue maladie, mais peut également, bénéficier d'un congé longue durée. Donc au regard de la jurisprudence, la conséquence l'analyse qu'on peut en faire, c'est que, un agent qui a atteint de troubles mentaux qui justifie un congé longue maladie peut, comme je vous l'ai dit, bénéficier d'un congé longue durée. Donc par exemple, les 2 premières, jurisprudences qu'on cite ici, enfin les 3 premières, la CA de Marseille, le Conseil d'État et la CA de Douai, effectivement nous indiquent qu'un état dépressif chronique, correspond à une maladie mentale au sens des dispositions statutaires sur le congé longue durée, donc ouvre droit à un congé longue durée. Et de la même façon, un agent qui est atteint d'une affection mentale grave et invalidante, qui persiste depuis plus de 2 ans et qui l'empêche de reprendre son activité, a droit à un CLD. Donc dans ces cas-là, des troubles mentaux correspondent à une maladie mentale et justifient un congé longue durée. Par contre, c'est la dernière jurisprudence qu'on cite de la CA de Versailles, des troubles mentaux qui ne sont pas liés, la Cour nous dit, à une maladie mentale, mais à des lésions cérébrales. Donc ici, l'agent était atteint d'une maladie neurodégénérative qui induisait des troubles mentaux.
mais ce n'était pas une maladie mentale qui induisait ces troubles mentaux, c'était une pathologie autre qui n'est pas une maladie mentale. Et donc, dans ce cadre-là, l'agent n'a pas droit à un congé longue durée. Donc, au-delà des troubles qui sont subis par l'agent, il faut bien voir à quelle maladie génère ces troubles pour voir si on est sur l'hypothèse d'une maladie mentale qui ouvre droit à un congé longue durée ou si on est sur une autre pathologie qui n'est pas une maladie mentale à l'origine, on va dire, mais qui induit des troubles mentaux. Dans ce cadre-là, on n'a pas droit à un congé longue durée. Ensuite, comme on l'a fait pour les autres types de congés, maintenant, la question de la rémunération de l'agent qui ont congé longue durée, donc 50 congés longue durée, les 3 premières années à plein traitement, les 2 années suivantes à demi-traitement. Comme pour le congé longue maladie, pas de journée de carence et comme pour les 2 autres types de congés maladie, la totalité du supplément familial du traitement et de l'indemnité de résidence pour 5 ans. Enfin, s'agissant du régime indemnitaire, à ce jour, les agents de la fonction publique de l'État n'ont pas droit au maintien de leur régime indemnitaire pendant le congé longue durée et donc il n'est pas possible, même par délibération, de prévoir le maintien du régime indemnitaire pour les agents de la fonction publique territoriale en congé longue durée. Sur les visuels de la procédure, ici c'est un peu le même, c'est la même chose que pour le congé longue maladie. On débute par une demande de l'agent de placement en congé longue durée avec un certificat médical, l'examen par les services, la saisine du conseil médical, l'avis du conseil médical et l'arrêté de placement en CLD avec la même alerte que faite précédemment sur la nécessité de motiver précisément le refus de placement en congé longue durée. Et puis ensuite, les 2 autres visuels avec les procédures de renouvellement du congé longue durée où on a exactement les mêmes obligations que pour le renouvellement d'un CLM, à savoir uniquement la demande de l'agent avec le certificat médical, l'instruction par le service RH et l'arrêté pour les renouvellements qui sont en deçà sur la période de plein traitement. Et enfin, la demande de l'agent avec instruction et saisine du conseil médical quand il s'agit de renouveler le congé longue durée au-delà de la durée de plein traitement de 3 ans. Donc maintenant, je laisse la parole à Pauline et puis à l'issue, on pourra répondre à vos éventuelles questions. Donc oui, là, les hypothèses de placement en congé qu'on a vues jusqu'à présent, c'était les hypothèses où c'est l'agent qui est lui-même à l'initiative, dans le sens où c'est lui qui va voir un médecin, qui se fait arrêter et qui va transmettre ses arrêts maladie. Mais il y a des hypothèses dans lesquelles, en l'absence de demande de l'agent, l'administration va pouvoir placer d'office l'agent en congé de maladie. Alors, ces hypothèses, elles sont prévues par les textes. S'agissant du congé de longue maladie et du congé de longue durée, effectivement, le décret de 87 va permettre à l'administration, selon une procédure qui est très encadrée, de déclencher un CLM ou un CLD d'office sans que l'agent transmettre une demande en ce sens, transmettre des avis médicaux sur simple constat par l'administration qu'on a une pathologie qui empêche l'agent d'exercer ses fonctions. Donc, ce constat doit être accompagné d'une attestation médicale ou de rapport des supérieurs. Alors, effectivement, si le déclenchement de cette procédure d'office se fonde sur une attestation médicale, on est un peu plus serein. Si ce sont seulement des rapports de supérieurs hiérarchiques, il faut quand même qu'on soit en mesure de démontrer qu'il y a vraiment un doute sur la compatibilité, l'aptitude de l'agent à assumer ses fonctions et sur son état de santé qui font obstacle à ce qu'il poursuive ses fonctions. Ensuite, cette procédure prévoit que l'administration qui est face à ces constats et qui dispose des éléments qui lui permettent de considérer qu'on va s'orienter sur une procédure de CLM ou CLD d'office, doit saisir le conseil médical et le médecin du travail doit être informé de cette saisine du conseil médical parce qu'il doit transmettre un rapport au conseil médical et c'est sur la base des éléments de l'administration, donc attestation médicale ou rapport de supérieur, et un rapport du médecin du travail que le conseil médical va rendre un avis sur cette procédure de CLM ou de CLD d'office. Et ensuite, sur la base de l'avis, l'administration va pouvoir prendre un arrêté de placement en CLM ou en CLD d'office. Donc, vous voyez, par rapport à la procédure classique de CLM ou CLD à la demande ou à l'initiative de l'agent, ici, on a une étape supplémentaire, c'est qu'on va avoir une obligation d'informer le médecin du travail et de s'assurer que le médecin du travail rende bien un rapport auprès du conseil, au conseil médical et que c'est sur la base de ces éléments-là que le conseil médical va rendre un avis. L'absence de saisine du médecin du travail ou l'absence de rapport du médecin du travail est susceptible de vicier la procédure et par conséquent l'arrêté qui s'applique à l'issue de cette procédure. Là, de la même manière que pour la procédure classique, il va falloir motiver
de manière importante l'arrêté de placement en CLM ou en CLD d'office, alors même qu'on aurait des avis médicaux favorables, parce que on est vraiment sur une procédure un peu dérogatoire et inhabituelle. Donc, il faut avoir un soin particulier à la motivation, parce qu'effectivement, alors même qu'on aurait des avis médicaux concordants, si l'arrêté n'est pas motivé et se borne à viser les avis médicaux, on va pouvoir considérer que l'autorité s'est ainsi liée et n'a pas suffisamment motivé et ne s'est pas approprié le sens des avis médicaux. Pendant toute cette procédure, qui peut être un peu longue, hein, parce que les délais d'instruction devant le conseil médical sont quand même considérablement longs et s'allongent de plus en plus, d'autant plus avec la pénurie dans certaines régions de médecins du travail. Pendant cette période-là, le juge administratif considère qu'on peut placer d'office à titre conservatoire l'agent en CLM ou en CLD, parce qu'en général, si on envisage ces procédures, c'est qu'on a vraiment une situation un peu d'urgence. Donc, le juge admet que l'administration puisse, de manière provisoire et dans l'attente de l'avis du conseil médical, prononcer d'ores et déjà, dès le début de la procédure, le placement en CLM ou en CLD d'office. Et puis, pour cette procédure, à chaque renouvellement, à chaque période, il faut s'assurer des éléments médicaux qui permettent de poursuivre le CLM ou CLD d'office. Et là-dessus, il faut avoir une attention particulière, d'autant plus importante qu'on est sur une procédure à l'initiative de l'administration et pas à l'initiative de l'agent. Et le médecin agréé doit systématiquement être consulté. Et là, on ne distingue pas, est-ce qu'on est sur une période encore où l'agent a encore droit à ses droits à plein traitement ou à demi-traitement? Est-ce qu'on est sur une période de 3 à 6 mois? Peu importe la durée, la première durée et les durées successives de CLM ou CLD d'office, il faut systématiquement saisir le médecin agréé qui doit formuler un avis sur le maintien ou pas en CLM ou en CLD d'office. Et à chaque fois, remotiver la décision. Et aussi, à chaque renouvellement, bien constater que la situation n'a pas favorablement évolué et qu'on est obligé de maintenir l'agent en CLM et en CLD. Dès lors que l'agent aura épuisé ses droits à plein traitement, donc en fonction, au bout d'1 an en CLM ou au bout de 3 ans en CLD en CLD, il faudra, au-delà de l'examen du médecin agréé, ressaisir le conseil médical qui doit de nouveau examiner si effectivement, au regard des éléments du dossier, le maintien en CLM ou en CLD d'office se justifie et doit être accordé. Mis à part ces dispositions textuelles, donc réglementaires du CLM et CLD d'office, c'est poser la question de savoir si le CMO d'office, donc le congé de maladie ordinaire d'office, pouvait être envisagé en l'absence de texte. Puisque là, je ne l'ai pas précisé, mais dans le CLD et CLM d'office, il faut quand même être en mesure de démontrer, au-delà du fait qu'on a des éléments médicaux qui ne sont pas produits par l'agent, mais qui sont recueillis par l'administration, que l'agent remplit les conditions pour bénéficier d'un CLM ou d'un CLD. Parfois, vous êtes face à des situations où l'agent n'est pas dans une situation qui lui permettrait d'ouvrir droit à CLM ou à CLD, mais pour autant, son état de santé ne lui permet pas de continuer et poursuivre ses fonctions, et donc on doit pouvoir prendre des mesures provisoires. Donc, de la même manière, cette fois, en l'absence de sexe, le juge administratif a admis la possibilité pour l'administration de placer d'office en CMO, donc en congé de maladie ordinaire, sans que les conditions du CLM ou du CLD soient réunies, un agent dont l'état de santé ferait obstacle à la poursuite de ses missions. Aujourd'hui, par contre, la procédure de ce placement en CMO d'office n'est pas prévue par les textes, et en jurisprudence, elle n'a pas encore complètement figé. Et donc, en fait, quand on analyse la jurisprudence, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu l'administration est un peu libre d'apporter les preuves de la nécessité de ce placement en CMO d'office et de suivre une procédure qui n'est pas forcément bien encadrée, comme c'est le cas pour le CLM, CLD, mais il faut quand même avoir des éléments médicaux suffisamment probants pour pouvoir justifier que l'administration était fondée à placer l'agent en CMO d'office. Et notamment, donc, il faut un avis du conseil médical, avec éventuellement un avis du médecin du travail ou un avis du médecin agréé, dans certaines hypothèses, a pu suffire. Donc, c'est vraiment au cas par cas, avec les éléments dont vous disposez dans votre dossier, que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non vous pouvez envisager un CMO d'office, sachant que nous, notre conseil, à minima, si la saisine du conseil médical n'est pas possible compte tenu des délais d'instruction et de la nécessité d'agir rapidement, c'est à minima disposer d'un avis du médecin agréé pour pouvoir établir que effectivement quelqu'un de compétent et d'habitué à examiner les agents, a pu constater qu'il y avait un état de santé qui faisait obstacle, au moins temporairement, à l'exercice des fonctions. Et puis, s'il y a des contestations de la part de l'agent, saisir le conseil médical
ou même en prévision d'un d'éventuellement contentieux, saisir le conseil médical et en attendant le placer à titre conservatoire en CMO d'office. Là, on vous a mis quelques illustrations du CMO d'office. Donc là, dans la première hypothèse de la CA de Versailles, c'était un agent qui souffrait d'importantes douleurs lombaires qui ne lui permettaient pas d'exercer ses fonctions d'aide-soignant. Ça avait été constaté par la médecine du travail, ça avait été constaté par le conseil médical, et donc du coup, tout le monde rejoignait l'avis selon lequel l'agent ne pouvait pas continuer ses fonctions. Mais dans l'attente de pouvoir lui proposer un éventuel reclassement, l'administration avait pu la maintenir d'office en CMO. Sous-entendu, elle n'avait pas épuisé ses droits à CMO. Et donc, du coup, on a admis, alors même que l'agent n'y était pas favorable, qu'elle puisse être maintenue en CMO d'office dès lors qu'il n'y avait pas de possibilité de l'affecter sur un autre poste. Dans la deuxième hypothèse, c'est de même une infirmière qui est reconnue inapte définitivement à son poste et à tout autre poste, et donc elle est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et alors même qu'elle avait pu contester ses avis médicaux qui conduisaient à son inaptitude définitive, on va considérer qu'on va pouvoir la placer d'office en congé de maladie ordinaire dès lors qu'elle a des troubles qui font obstacle à sa reprise et qu'on ne peut pas l'affecter sur un nouveau poste. En revanche, à l'inverse, dans une autre situation, donc dans celle de la CA de Toulouse, là, le juge administratif, comme à chaque fois en matière de CLM, CLD, d'office ou pas, va examiner les pièces du dossier et regarder si effectivement, au moment où on prend la décision de CMO d'office, c'est la meilleure décision qui pouvait être prise et s'il n'y avait pas d'autres possibilités de prendre d'autres décisions, d'autant plus que là, on est sur une décision à l'initiative de l'administration. Dans cette affaire-là, le juge va constater que effectivement l'agent était inapte, ne pouvait pas continuer à exercer le poste qu'elle occupait, mais qu'elle était apte à occuper tout autre poste administratif dès la fin de son arrêt de travail. Ensuite, le juge constate qu'un deuxième avis du médecin de prévention confirme que l'agent est apte à occuper un autre poste qui restait à définir, mais sans contre-indication médicale. En fait, c'est le poste qu'elle occupait antérieurement qui n'y était plus compatible, mais elle pouvait occuper tout autre poste. Son arrêt de travail avait pris fin à compter du 4 février 2020 et elle avait fait l'objet d'un nouveau avis du conseil médical qui concluait à l'aptitude de l'agent sur un nouveau poste, en précisant seulement qu'elle était inapte au poste initial. Et là, dans cette affaire-là, l'administration n'avait engagé aucune démarche pour affecter l'agent sur un nouveau poste. Et en fait, c'était borné à attendre finalement et à la maintenir en CMO d'office du fait de cette incompatibilité du poste avec son état de santé. Et donc là, le juge va censurer l'administration en disant non, vous ne pouviez pas la passer en CMO d'office puisque ce CMO d'office ne se justifie pas dès lors qu'il y a d'autres postes qui pourraient lui être proposés. Et qu'en l'espèce, en plus, l'administration n'apportait pas les éléments qui auraient pu démontrer qu'elle avait engagé des démarches pour la réaffecter ou la reclasser sur d'autres fonctions et qu'elle n'était pas en mesure de le faire, faute de poids vacants ou parce que l'agent aurait pu refuser les postes proposés. Donc, en pratique, le CMO d'office, pas forcément CMO d'office, mais les congés de maladie d'office, CLM, CLD ou CMO d'office, vont se retrouver dans les hypothèses où la première hypothèse, c'est on a un agent qui est atteint d'une pathologie physique ou mentale, qui a été médicalement constaté, qui ne lui permettent pas de continuer ses fonctions, mais on a l'agent qui refuse de transmettre des arrêts maladie, qui lui refuse de reconnaître la réalité de ses troubles, et dans ce cas-là, on est face à la nécessité d'engager cette procédure. Ça peut être aussi l'hypothèse où on a un agent qui est inapte, ça a été médicalement constaté, mais il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un CLM ou d'un CLD, et il remplit encore les conditions pour bénéficier d'un CMO, donc on va pouvoir le placer en CMO d'office. Autre hypothèse, c'est l'agent qui est inapte à ses fonctions, ça a été médicalement constaté, mais il va contester la réalité de ses troubles, donc il va demander à reprendre ses fonctions ou il va refuser de continuer à transmettre des arrêts maladie, et donc dans ce cas-là, on va pouvoir, pour le placer dans une position régulière, sous réserve de respecter les procédures et les conditions qu'on a vues juste avant, le placer en CMO d'office. Donc, dans tous les cas, le placement d'office en CMO ou le maintien d'office en CMO, en CLM ou en CLD ne pourra être justifié que si on a un agent qui est inapte à toute fonction, qui est inapte aux emplois de son grade et qui ne peut pas être classé dans l'immédiat, ou qui est inapte à son poste et à tout autre poste, et qui soit a refusé tous les postes qui auraient pu lui être compatibles, ou alors que l'administration n'a pas été en mesure de reclasser, faute d'emploi vacant, faute d'emploi qui pourrait lui être proposé.
Ensuite, sur les droits et obligations du fonctionnaire pendant les congés maladie. Donc là, on va voir d'abord les dispositions qui sont communes aux trois types de congés, puis ensuite, on verra les dispositions spécifiques au CLM et au CLD. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, s'agissant du CMO, dans tous les cas, pendant toute la période des congés maladie, l'administration est en droit de solliciter un contrôle par un médecin agréé et l'agent est obligé de se soumettre à ce contrôle. Il ne peut pas s'y opposer. S'il s'y oppose, il risque une interruption de la rémunération tant que la visite n'est pas effectuée. Et quand on est dans le cas d'un CLM ou un CLD, au-delà de l'interruption de la rémunération, il peut s'exposer à la perte du bénéfice de ce congé si ce refus est répété et sans motif valable et après mise en demeure. Le conseil pratique que nous, on conseille, c'est de systématiquement mentionner dans le courrier de convocation à une visite ou à un examen par le médecin agréé, de bien indiquer, rappeler à l'agent qu'en fait, cette visite est obligatoire, qu'il doit s'y soumettre et qu'à défaut, il risque une interruption de sa rémunération. Et si on est dans le cas d'un CLM ou CLD, qui risque de perdre son CLM ou CLD. Et avec la précision, c'est que les honoraires, les frais médicaux et les frais de transport qui vont être engagés par l'agent pour se rendre à ces examens médicaux sont pris en charge par l'employeur, dès lors que c'est imposé par les textes ou par l'employeur. Pendant les CMO, CLM et CLD, le temps qui va être passé par l'agent et pendant toute la période où il va percevoir une rémunération, y compris si le traitement est interrompu parce qu'il n'a pas informé son changement de coordonnées de domicile ou parce qu'il ne s'est pas soumis aux visites ou au contrôle, va être considéré comme du temps effectif dans le sens où on va le prendre en compte au titre de l'ancienneté, on va le prendre en compte quand on a des périodes de temps minimum à respecter pour passer au grade supérieur, on va le prendre en compte au titre de la retraite et ça va donner lieu à des retenues et des contributions à la Caisse nationale des retraites. S'agissant des congés annuels et des RTT. Donc pour les RTT, comme on est en fait sur des jours, des heures ou des jours qui sont accordés parce qu'on a dépassé le temps de travail annuel du travail, en matière de congé annuel, dès lors qu'on est en congé maladie, on ne crée pas des jours RTT. Ça, c'est assez logique, mais c'est utile de le rappeler. En revanche, s'agissant des congés annuels, donc jusqu'à très très récemment, on n'avait pas de décret de texte qui le précisait, c'était la jurisprudence sous l'inspiration du juge communautaire qui avait défini des règles. Aujourd'hui, ces règles sont prévues dans le décret, notamment sur le décret des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, du décret de 85. Les congés annuels donc, qui ne sont pas pris avant le placement en congé individuel sont reportés dans la limite de 20 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas 5 semaines, mais c'est bien 4 semaines, puisque les textes communautaires n'imposent qu'un minimum de 4 semaines. Et la loi française prévoit 5 semaines de manière plus souple et plus favorable aux agents. Ces jours de congé vont pouvoir être reportés à l'agent dans la limite d'une période de 15 mois. Et cette période de 15 mois, elle va pouvoir être exceptionnellement prolongée sur autorisation de l'autorité territoriale, mais c'est une autorisation exceptionnelle. Donc là, on va un peu au-delà de ce que le juge administratif avait admis. Et cette période de 15 mois va se décompter soit à compter de la date de reprise des fonctions et au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des congés qui n'ont pas pu être soldés au 31 décembre 2024, ils vont pouvoir être reportés dans la limite de 20 jours, toujours ce qui est prévu par les textes, et jusqu'au 31 mars 2026. Au-delà du 31 mars 2026, ils seront perdus. Il n'y aura pas de possibilité de les reporter ou d'en obtenir l'indemnisation. Pendant ces périodes de congé et maladie, l'argent va pouvoir continuer à se former, demander des bilans de compétences, éventuellement passer des examens professionnels ou des concours, dès lors que ce n'est pas incompatible avec l'état de santé de l'agent. Donc là-dessus, l'administration ne pourra pas s'opposer à ce qu'un agent puisse suivre une formation ou passer des concours ou des examens. Et ensuite, l'agent qui est en congé de maladie, même s'il n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, dès lors qu'il apparaît qu'il est en mesure de reprendre ses fonctions sous réserve d'un aménagement ou d'une adaptation de poste, il est en droit de réclamer à pouvoir reprendre ses fonctions avec cet aménagement ou cette adaptation de poste. De la même manière,
Si cet aménagement ou cette adaptation de poste n'est pas possible, il est en droit à demander une affectation dans un autre emploi de son grade après avis du médecin du travail ou si on a eu une saisine du conseil médical après avis de ce conseil médical. Et si ni l'aménagement de poste ou l'affectation dans un autre emploi ne sont possibles, il a le droit à un reclassement dans un emploi d'un autre grade ou cadre d'emploi après avis du conseil médical et le cas échéant après avoir suivi une période de préparation au reclassement. Sur cette possibilité de période de préparation au reclassement, on évoquera un peu plus longuement lors de la deuxième session qu'on a évoquée tout à l'heure qui se déroulera à l'automne. Mais l'idée, c'est de se dire que pendant cette période de préparation au reclassement, sur avis qui va être déclenché après avis du conseil médical, l'agent pendant 1 an va pouvoir va avoir un maintien de sa rémunération et pouvoir suivre des périodes de formation, des périodes d'insertion, de stage pour le préparer à un reclassement. Et à l'issue de cette période, il sera invité à demander son reclassement et le cas échéant, à l'issue, il sera reclassé dans un autre emploi de son grade. S'agissant des dispositions qui sont communes au CLM et au CLD, très souvent se pose la question du sort du logement de l'agent qui est placé en CLM ou en CLD, puisque par définition, ces congés ont vocation à durer dans le temps. Du coup, le texte prévoit expressément que dès lors qu'ils sont en CLM ou en CLD, ils vont être obligés de quitter les lieux si leur présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, ou si elle est incompatible avec la bonne marche du service. Donc, c'est-à-dire que l'agent en CLM ou en CLD n'a pas de droit acquis à bénéficier d'un maintien de son logement dès lors qu'il est poursuivi dans ses arrêts maladie. On va pouvoir lui demander de quitter son logement, notamment si on a besoin de le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est souvent les hypothèses des gardiens de gymnase ou de locaux administratifs qui ne vont pas pouvoir continuer à assurer leur mission et être logés. Et donc, pour les remplacer, on va leur demander de quitter leur logement de fonction. Pendant toute la durée du CLM et du CLD, l'agent doit informer l'autorité territoriale de ses changements de domicile, sauf s'il en cas d'hospitalisation, il doit l'informer de toute absence de son domicile supérieure à 2 semaines et de ses dates et de ses lieux de séjour. S'il n'informe pas l'administration, le versement de la rémunération peut être interrompu le temps que l'administration soit informée de ces changements et de ces notifications. Et autre sujet, c'est la question des activités rémunérées pendant le CLM et le CLD. Le décret de 87 prévoit expressément l'interdiction pour les agents en CLM ou en CLD de pouvoir exercer une activité rémunérée, sauf les œuvres de l'esprit et les activités, et non pas donc activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation. Donc attention, des fois, sous couvert de ces activités ordonnées par le médecin, les agents tentent d'exercer une activité rémunérée. Le texte est très restrictif et la jurisprudence aussi. Les sanctions sont importantes puisqu'on peut engager du coup des sanctions disciplinaires en cas de non-respect de ces règles. Et puis surtout, on va pouvoir interrompre le versement de la rémunération et demander la répétition des sommes qui ont été perçues au titre du traitement et des exécutoires pendant toute cette période, depuis le début de l'activité jusqu'à ce que l'agent cesse cette activité rémunérée et non autorisée. Donc, on vous a mis quelques exemples de jurisprudence. Donc, d'abord, une première hypothèse dans laquelle on avait un agent qui avait de manière régulière touché des rémunérations au titre de ses activités d'attaché de presse et de communication. Un autre agent qui, sous couvert d'un avis médical qui considérait qu'il devait reprendre à temps partiel une activité bénévole, s'était mis à créer un établissement de restauration rapide et le gérer. Là, le juge administratif censure puisqu'il analyse cette activité comme une activité rémunérée à but lucratif qui n'a rien à voir avec une activité bénévole telle qu'elle avait été préconisée par le médecin et donc, du coup, ne pouvait pas être exercée par l'agent en CLM et en CLD. Et enfin, une dernière hypothèse dans laquelle on avait un agent en CLM ou en CLD qui avait tenté de continuer à exercer ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. À nouveau, là, le juge vient nous dire, mais non, ce n'est pas possible. Quand bien même l'activité de sapeur-pompier volontaire a un côté caractère un peu d'intérêt général, de bénévolat, dès lors qu'en plus ça donne lieu à rémunération et que l'activité en tant que telle de sapeur-pompier volontaire nécessite des compétences et des aptitudes physiques particulières, des capacités physiques et morales, ce n'était pas compatible avec le placement en CLM et en CLD. Alors, on a terminé avec la présentation.